parfait. Tu vas enlever ton micro peut-être, ton Ça casque. va régler, hein. Ouais, Dimitri, je te passe le micro et tu fais une belle introduction. Pour l'introduction, je n'étais pas là à la table ronde Eh parce oui. que j'avais des répétitions dès le début. J'ai pu être là au... Bon, bonsoir. Bonsoir à tous. On est Bonsoir toujours à tous. à la 17e édition de Paris Cours Devant, l'été, les écrans et talents émergents. Et aujourd'hui, on va revenir du coup sur une table ronde qui s'est passée ce matin. Avec, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de présenter tout le monde. On est toujours bien accompagné. C'est le retour de Yann aujourd'hui, puisqu'hier il n'était pas là, parce qu'il a un CDI. Toujours avec Dimitri et moi-même. Et aujourd'hui, on accueille Isabelle, qui était intervenante du coup pour la table ronde, c'est ça? Tout à fait. Et Sophie, qui la modérait. Tout à fait. Et c'était une table ronde autour du coup de l'écriture des personnages féminins dans les scénarios, enfin dans l'art en général, même on pourrait l'étendre à l'art. Bah là, on était quand même plus spécifiquement sur On le était scénario. Ouais. Ouais. Mais, Je pense mais que- dans les questions après ça s'est un peu élargi quand même. Oui, les questions se sont un peu élargies, effectivement. Ok, bon, ouais. Est-ce que vous voulez commencer peut-être par nous faire un petit retour de ce Attention, il matin? ne faut pas passer devant la caméra. C'est une règle. Alors Attention, oui. Alors nous avons Pierre, Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. qui est le coprésident de la Venez faire un FAMS. coucou Ok. Pierre, à la caméra. Pierre. Rapprochez-vous. Voilà, donc Pierre qui est coprésident de la FAMS avec moi, on est deux. Alors on Enfin, vient de moi, me je- donner un micro, je ne sais absolument pas pourquoi c'est. Donc je vous donne un micro, hein, c'est votre faute. Voilà. Alors non, je vais me présenter comme ça, je vais expliquer la présence de Pierre. Donc je suis coprésidente de Séquence 7 qui a organisé une table ronde ce matin sur l'écriture des personnages féminins. Et cet après-midi, la FAMS a organisé une autre table ronde. La FAMS donc est la fédération des La féd- associations des métiers du scénario, donc qui est coprésidée par Pierre et moi. Voilà, qui regroupe en fait 14 associations, un peu comme Séquence 7, réparties sur tout le territoire et sur les dom-toms, qui regroupent des scénaristes sur tout le territoire français. Et donc la fédération regroupe ces associations-là. Ce qu'on va essayer de faire, c'est donc que toutes ces associations qui sont sur le territoire puissent communiquer mieux entre elles et s'informer mieux entre elles de la façon dont les scénaristes travaillent. Voilà. Donc peut-être commençons par un peu parler de cette table ronde qui s'est déroulée Attends, ce Sophie matin. s'est pas présentée. Ah oui, excusez-moi Sophie. Juste au moment où je bois. Excuse-moi. Il Ouais, n'y a c'est pas de vrai. souci. Alors du coup, je m'appelle Sophie Goudji, je suis vice-présidente de Séquence 7. Je suis scénariste et je suis également chercheuse puisque je viens de terminer en 2022 un doctorat sur l'écriture des séries télévisées aux États-Unis. Voilà pour la présentation. Et puis avec Isabelle, on s'occupe de la question de l'écriture des personnages féminins, mais aussi des questions de la représentation de la diversité plus généralement au sein de Séquence 7. Voilà. Et si j'achève ma présentation qui n'est pas juste d'être coprésidente de Séquence 7, en fait j'ai un passé plutôt côté production et chaîne de télé. J'ai été il y a longtemps directrice adjointe de France 3 Cinéma et j'ai été responsable administrative et financière de TF1 Film Production pendant plusieurs mois. Donc voilà, donc je connais bien le côté chaîne de télé et les attentes des chaînes en matière d'achat de longs métrages, puisque ça concernait exclusivement les longs métrages de cinéma. Et du coup, j'essaye d'apporter cette expérience aussi à Séquence 7, au-delà de l'écriture du personnage féminin. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle présentation tous les deux. Hop, là devant la caméra, il faut faire attention la prochaine fois. On va peut-être faire une limite. Non, Nathalie, pas devant la caméra. Si toi tu le fais, on n'est pas rendu, Nathalie. Hein. On n'est pas rendu. Rendu où, je ne sais pas. Non, moi je voulais un petit peu vous demander comment était venue l'idée de cette table ronde, si c'est vous qui l'avez incité ou alors initié, oui plutôt Dimitri, et où c'est venu de Paris Cours Devant qui vous a proposé un sujet. Non, c'est venu de nous. En fait, à l'origine, c'est venu de moi. Il y a 3-4 ans, j'avais dans l'idée de développer un projet qui était justement lié à l'écriture des personnages féminins et comment accompagner en tant que consultante l'écriture des personnages féminins. À cette époque, je n'ai pas vraiment pu aboutir ce projet et je l'ai un peu laissé de côté. Mais j'avais quand même pas mal travaillé dessus à base de tests de Bechdel, d'analyse de long métrage et tout ça. Et quand je suis arrivée à Séquence 7, la rencontre avec Sophie, qui s'intéressait à ces questions et aussi aux questions de diversité et tout ça dans l'écriture, m'a permis qu'on puisse échanger. Et du coup, j'ai eu l'idée d'une table ronde. Et Sophie a dit on y va. Et on a commencé la première table ronde, on l'a proposée à La Rochelle. La Rochelle nous a dit oui, on en a fait une première à La Rochelle. Et je me suis dit il faut continuer à parler de ces sujets. Et quand on est arrivé au festival,
on leur a proposé ce sujet et d'autres d'ailleurs, parce que Sophie n'était pas sûre que celui-ci intéresserait le festival. Et en fait, le festival a accroché sur celui-là. Et nous a dit oui, ça nous intéresse. Et vous étiez aussi accompagné par Marie Roussin et... Alors oui, on avait Marie Roussin de la Guilde française des scénaristes et on avait Esther Elfassi de l'association Femmes et Cinéma. D'accord, ok. Et alors en fait, Isabelle oublie toujours de dire, mais en fait la genèse à la base de tous ces échanges et qui font des tables rondes, c'est qu'en fait on a en interne d'abord au niveau de l'association, on avait mis en place une formation pour de lecteurs et de lectrices pour savoir comment évaluer un personnage féminin. Et à la base, c'était destiné à des scénaristes femmes de notre association dans le cadre d'un partenariat avec une plateforme qui s'appelle W Scripted. Et on avait proposé à cette occasion de faire un moment de discussion sur Zoom pour présenter justement les différents tests de Bechdel et tout ça à tous les membres de l'association. Donc là, c'était ouvert hommes ou femmes. Et en fait, moi, quand on préparait ce Zoom, en fait, j'arrêtais pas de dire à Isabelle, mais tu veux parler du test de Bechdel, mais tout le monde connaît, tu veux parler de ça. Moi, j'avais vraiment l'impression, en fait, qu'on allait vraiment passer notre temps à dire, voilà, pour écrire un personnage féminin, faut qu'il ne soit pas que décrit par son physique, faut qu'il ait un parcours. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on va dire pendant 1 heure? Enfin, je ne vois pas. Et donc, du coup, avec mon côté académique, justement, moi, j'étais là, mais tu te rends compte, il y a telle étude, et je sortais des milliards d'études qualitatives et quantitatives. Et puis Isabelle me disait, non, ça c'est trop compliqué, on va rester là-dessus. Et donc arrive cet échange, et vraiment, moi, je suis vraiment en mode un petit peu, je sais que j'ai raison, quoi. Et là, en fait, je suis sidérée dans le sens où je m'aperçois effectivement que ce soit des hommes et des femmes, à ce moment-là, je m'aperçois déjà que en fait, le test de Bechdel, c'est pas... Tout le monde ne sait pas ce que c'est, ou même si les gens en ont entendu parler et qui savent vaguement que c'est un truc en rapport avec l'évaluation des personnages féminins, ils ne savent pas ce que c'est exactement. Et du coup, en fait, vraiment en voyant l'importance d'avoir des moments d'échange, c'est vrai que là, je me suis dit, oui, ok, en fait, il y a quelque chose à faire. Et quand Isabelle a proposé ensuite de faire une table ronde, je me suis dit que c'était une bonne idée. Et du coup de demander aussi à des gens universitaires de venir, parce qu'en fait les universitaires ils réfléchissent beaucoup à ces questions de la représentation, mais ils sont un peu tout seuls dans leur coin et ils savent pas ce que nous on a besoin. Et de notre côté, nous on ne lit pas les universitaires et souvent c'est un petit peu incompréhensible. C'est toujours un problème de et en même temps il y a vraiment des choses qui peuvent se faire, donc c'est aussi de créer ces temps d'échange. Et donc on a fait une première édition à La Rochelle et c'est vrai que je me disais on l'a déjà fait, je suis pas sûre que ce soit ce sujet-là qui soit pris, et visiblement... si. Voilà. Et peut-être est-ce que justement, pour nos auditeurs ou auditrices qui ne sauraient pas ce que bien c'est sûr. Mais moi, ce matin, ils ont posé la question justement pour savoir plus de la moitié de la salle a levé la main. Moi, je connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Pas du tout, bien sûr. Je ne connaissais pas. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Je n'ai jamais entendu parler. Et pourtant, on a eu Mélanie Boissonneau en classe qui nous a parlé des gender studies et tout ça. On en a parlé, mais le test de Bechdel, je connaissais pas. Le test de Bechdel, c'est vraiment ce qui est le plus utilisé aujourd'hui pour analyser ce qu'on appelle le taux de présence féminine dans un scénario. Donc ça n'analyse pas les choses qualitativement, en partie qualitativement, mais surtout quantitativement. En fait, ça vient d'une BD d'Alison Bechdel. 2 personnages féminins décident d'aller au cinéma. Un des personnages lui dit écoute, je veux bien y aller, mais si dans un film on arrive à trouver 2 personnages féminins clairement identifiés, que ces 2 personnages féminins se parlent entre elles et que quand elles se parlent, elles parlent d'autre chose que d'un personnage masculin. Et ça sur un film d'1 heure et demie. Donc quand on le dit, on a l'impression que c'est facile à trouver. Dans le comics, elles errent de cinéma en cinéma et finalement ne trouvent pas. Et voilà. Et de cette simple BD est partie une méthode d'analyse qui s'est appliquée au film hollywoodien. Donc depuis 10 ans, on analyse tous les films hollywoodiens sur ce système. Et donc il y a 1, 2, 3 points, un des 3 points que j'ai évoqués. Et les films qui ont 3 points sont minoritaires. Et quand j'ai commencé à analyser ça sur les films français, j'ai pris tous les films des Césars une année, je me suis dit que ce qui serait rigolo, ce serait de voir si l'inverse fonctionnait. Comment fonctionnait l'inverse. Donc j'avais appelé ça le test de Bechdel inversé, pardon. Et Sophie me dit la réciproque de Bechdel, qui est pas mal. C'est mon côté mathématique. Parce qu'elle a fait des maths dans sa jeunesse. Et donc
la réciproque de Bechdel, qui est de se dire, bon alors est-ce qu'on a deux personnages féminins, est-ce qu'ils sont clairement identifiés, est-ce qu'ils parlent d'autre chose, masculin, du coup, personnage masculin clairement identifié, est-ce qu'il parle d'autre chose que d'un personnage féminin? Et en fait, on se rend compte que au bout de 10 minutes, on a toujours deux mecs qui se parlent entre eux et pas d'une fille. Et alors que pour les femmes, il faut péniblement 1h30 quand on y arrive. Voilà. Et vous pouvez le faire sur un film que vous visionnez ou une série, vous allez voir, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Que voilà, quand on parle du test de Bechdel, c'est pas non plus parce que le film passe le test de Bechdel Oui, qu'il est éminemment féministe. Enfin, je veux dire, l'inverse. c'est quand même une barre assez basse, enfin, je veux dire, à sauter. Mais après, c'est bien de commencer effectivement par là et de commencer quelque part parce que c'est facile en fait. Voilà, c'est ça. Il faut aussi trouver des grilles d'analyse qui soient utilisables en fait et lisibles. Et du coup, moi, c'est bien d'en parler, mais c'est vrai qu'au départ, vraiment, j'étais là, mais Isabelle, tout le monde connaît le test de Bechdel. Et en fait, non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que récemment, j'y ai repensé au test de Bechdel parce qu'elle a sorti une BD, je crois. Du coup, j'ai vu son nom et je me suis dit, ah, mais c'est une autrice de BD. Et en voyant des films, parfois, ça me vient et je me dis, ah tiens, je vais essayer d'y faire attention. Et en fait, ce qui est assez troublant, c'est que dans des films qui mettent en avant des personnages féminins, réalisés et écrits par des femmes, le film ne le passe pas forcément. Mais bien sûr. Et c'est tout à fait ça. D'abord, il y a l'intériorisation, comme je disais, en citant Bourdieu, de la domination masculine. On peut peut-être pas parler de domination, mais en tout cas de la présence masculine. Et naturellement, on a tendance à donner la prééminence aux personnages masculins, même moi quand j'écris. Et puis effectivement, moi je regardais ça, j'avais vu ça pour une série télé qui s'appelait La Menthe, je crois, mais pas La Menthe, mais là plus loin, Menthe. C'était une serial killeuse, donc on se dit éminemment féministe. Et du coup, je regarde, je fais le test de Bechdel, et ben en 1h30, je l'avais fait en 1 heure, c'était sur le pilote, elle ne parlait à aucune femme. Et elle ne parlait qu'à des hommes. Et en revanche, les hommes se parlaient entre eux, tout ça. Et je m'étais dit, d'accord, ils ont mis une femme, mais en fait, elle est juste serial killeuse. Oui. Elle est l'héroïne. Et c'est tout ce qu'il y avait de féminin dans la série. Et donc voilà, c'était assez pauvre de ce point de vue-là. Après, je ne juge pas la série en elle-même. Hein. Que justement, pour rebondir sur ce que disait Dimitri, j'ai l'impression même que c'est quand d'un coup on voit deux personnages féminins qui parlent d'autre chose que d'un homme, on se dit, ah tiens, c'est vrai. Et je trouve ça vraiment assez dramatique d'en arriver là. Je pense notamment à Moremillo qui est au début du festival, qui met vraiment en scène une relation entre deux sœurs et une sorte de road trip. Et justement, à un moment, je me disais, ah là, il n'y a pas de personnage masculin et c'est bien quoi. Genre ça, mais il a fallu que ça me l'a mis en tête alors que ça devrait être normal de voir des films qui mettent pas mais en fait, de personnages masculins par moment. C'est pas normal. C'est hyper. Je trouve que c'est compliqué de ne pas avoir des personnages féminins naturellement. Mais ça peut être moi comme d'autres. Je fais un personnage féminin, je lui fais une copine. Bon, elles vont déjà parler mecs, mais elles vont finir par parler fringues, par parler maquillage. Je me dis, bon, il faudrait bien qu'elles, peut-être un peu, mais ce serait bien qu'elles parlent aussi d'autre chose. Qu'elles s'intéressent au monde, qu'elles aient peut-être un métier, des ambitions, des envies, et aussi qu'elles aient une personnalité. Et puis encore une fois, la question en fait, c'est pas aussi de classer les films en disant ils passent le test de Bechdel, c'est bien, ils le passent pas, c'est pas bien, parce que c'est vraiment, il faut que ça reste des outils. Et en fait, ça reste une question de nombre en fait, parce qu'en réalité, c'est pas un problème de voir une fois dans sa vie un film qui est un peu machiste, ça va pas nous détruire dans notre façon de nous construire en tant que femmes. Par contre, si pratiquement dans tous les films, en fait, on ne voit pas de femmes ou qu'elles ont moins de présence à l'écran, moins de paroles même quand elles sont à l'écran, et c'est ce qui se passe. Enfin, les études, elles montrent que pour l'instant, on n'en est toujours pas à une égalité de représentation de manière quantitative, c'est-à-dire qu'il y a moins de rôles de femmes que de rôles d'hommes, et les femmes parlent moins que les hommes. Oui, j'ai retenu les chiffres, il y avait, il me semble, 46% pour les hommes pour la représentation et 56% du coup. Oui, à peu près. Il me semble que c'était ça. Je peux la ressortir les chiffres. Hein. J'ai tout noté puis, assidûment ce matin. Et puis pareil, il y a aussi une question la question aussi derrière la caméra. Par exemple, il va y avoir 50% de femmes qui font des études pour être réalisatrices, et puis il n'y en a que 22 au moment où il y a des réalisateurs en activité. Et en fait, tous ces trucs-là, ça pose un contexte. Et en fait, dans ce contexte-là, c'est fatigant.
parce que du coup on se retrouve avec encore un film où on a une femme forte, mais forcément pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit sexy, si possible qu'elle ait été violée dans son enfance parce que c'est pour ça que ça lui a donné cette force. Voilà. Et donc du coup, moi ça me dérange pas un seul film comme ça, mais en fait c'est la quantité et c'est vraiment l'espèce de déferlante de la même histoire tout le temps, encore et encore. Et ce qui est paradoxal, c'est d'entendre des choses du style « Oui, mais là, vous proposez un projet, encore une fois, c'est que des femmes. » Pardon, mais ça vous a pas posé de problème vraiment, il y a des choses... Pendant un siècle. Non, mais on dirait jamais soit que des hommes. Vraiment, encore un western avec que des hommes. Mais je suis sûre que quelqu'un aujourd'hui propose un western de femmes, on va faire « Oui, mais vous savez, il y a eu ce film avec des catcheuses l'année dernière et le western, le catch, c'est un peu pareil. » Et du coup... c'est comme si, les femmes ça représente vraiment la moitié de la population et on est traité comme si on représentait 10% de la population. Peut-être même un poil plus que nous. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Après, quand c'est des films historiques, on peut tout à fait le comprendre. Là, quand on a le film avec Omar Sy, ça me paraît tout à fait légitime qu'il n'y ait pas de femmes. Cela dit, il y a quelqu'un qui posait une question aussi intéressante qui disait « Oui, mais quand vous faites le choix de ce film où il va y avoir que des hommes, posez-vous la question de pourquoi vous le faites, quand même. » Oui. Mais bon, on peut après, comprendre. sur le film avec Omar Sy, il y a aussi une question de la représentation, de la diversité. Enfin, ça vient dans... Tout à fait. Non, mais posez-vous la question de pourquoi. Donc, il se pose la question, il dit voilà, là, il y a une nécessité historique de faire ça. Oui, c'est ça. C'est pas juste, je sais pas. Là, il y a une raison. Mais il faut pouvoir. C'est légitime. Poser la question, en fait, de quand on fait quelque chose et se dire moi, je fais un film avec que des mecs. Je sais pas pourquoi, parce que. Je le sens bien comme ça. C'est légitime de se poser cette question parce qu'en effet, il y a des films où on se dit oui, mais c'est normal historiquement. Oui, mais pourquoi ce film a été produit? Pourquoi c'est celui-là plutôt qu'un autre? Et après, parfois, en effet, le problème, c'est aussi que c'est tellement intériorisé, en fait, ces inégalités de représentation, que ce soit derrière ou devant la caméra, qu'on le remarque. Et du coup, c'est un problème parce qu'en effet, on le remarque et on se dit alors, il n'y a pas tant de problème. J'ai vu 3 films réalisés par des femmes cette semaine. Mais en fait, si, mais comme on le remarque, on a l'impression que ça va, en fait. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Oui. Mais je pense qu'il y a une vraie question là-dessus. C'est pour ça que c'est important, les chiffres là-dessus. Parce que vraiment, j'ai l'impression que sur ce débat, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. C'est-à-dire que les femmes peuvent avoir un sentiment de ras-le-bol et devenir très, très agressives. Et du coup, et légitimement, il y a une colère vraiment et un ras-le-bol qui fait qu'elles ne vont pas mâcher leurs mots ou être dans la diplomatie. Et de l'autre côté, on a les hommes qui se disent oui, mais alors là, au bout d'un moment, est-ce que nous, on a le droit d'exister? Est-ce qu'on a encore le droit d'écrire un personnage de femme? Et voilà. Et donc, du coup... Je crois qu'il y a une question sur la légitimité ce matin. Oui, ce matin, il y a une question sur la légitimité, oui. Ouais, j'ai vu tes yeux. Ces questions-là, comme Thomas que j'adore. Ces questions-là, elles sont... on voit vraiment que les gens ne réfléchissent... là, on n'est plus dans de la raison pure, on est vraiment avec de l'émotion, c'est-à-dire la colère, la crainte, voilà. Et ça altère notre jugement. Et c'est pour ça que revenir sur des chiffres, c'est important. Et je ne l'ai pas dit, je voulais conclure par ça ce matin. Et puis, mais parfait, vas-y. Voilà. Mais en fait, quand on a fait la table ronde à La Rochelle, ça fait la 2e fois d'ailleurs qu'on a une table ronde sur ce sujet. Et je sens quand même qu'au moment des questions, il y a un petit stress. C'est-à-dire que je suis très observée sur... Je suis toujours... Par exemple, ce matin, j'étais très embêtée. La première personne qui a levé la main, c'était un homme. Et j'ai vraiment... regardé et aucune autre femme a levé le doigt. Je me tant pis, je suis obligée de commencer par un homme parce que je sais qu'en fait ça va être scruté. Et donc dans les 2 cas, j'ai vraiment pris le soin d'avoir autant d'interventions de femmes que d'hommes. Et je jongle parce que j'essaye du coup de respecter à peu près l'ordre, mais en même temps de respecter une parité, de pas laisser. C'est pour ça que tu demandais de laisser les mains levées. Oui, pour essayer. Ah, ok. Et à La Rochelle, en belle plus, technique. Il n'y avait pas eu beaucoup de questions, il n'y en avait eu que 6. Donc vraiment 3 hommes, 3 femmes. Ah ouais. Et bien à la fin de la table ronde, j'ai eu des femmes qui sont venues me voir en me disant que je n'avais laissé parler que des hommes et des hommes qui sont venus me voir en me disant que je n'avais laissé parler que des femmes. Et en fait, c'est pas grave, mais c'est intéressant en fait d'observer ça et de se dire on a vraiment besoin d'espace pour en parler et pour faire descendre le niveau de stress sur ce sujet. Parce que c'est incroyable, quoi. Mais le niveau de stress, il est très élevé. Mais surtout, je pense qu'il y a une grosse différence générationnelle. Je pense que sur la génération des trentenaires, le problème est quand même beaucoup mieux abordé. Les hommes comme les femmes en parlent librement, se posent des questions et tout. Je pense que c'est quand on arrive après 50 ans et au-delà, et donc chez beaucoup de décideurs, dans les chaînes et ailleurs,
c'est du stress parce que c'est de la panique, parce que c'est une incompréhension totale. C'est-à-dire que... Ils n'ont même pas les codes de compréhension. Voilà, ils ne voient pas de quoi on ils ne voient pas parle. le problème. Non, mais ils voient pas, ils comprennent pas. J'en profite pour faire un aparté. Les décideuses, c'est un mot qui n'existe pas encore et que j'aimerais qu'on utilise plus souvent. Donc je vais l'utiliser moi-même. Donc les décideuses et les décideurs, qu'elles soient dans les chaînes ou chez les financeurs, quand elles sont plutôt de ma génération, donc au-delà de 50 ans, c'est une découverte pour elles et pour eux, tous ces sujets. Ça ne les a pas du tout habités pendant leur carrière et c'est une incompréhension totale pour eux et pour elles. Donc ils doivent s'y confronter et ça les rend stressés et parfois agressifs. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que la jeune génération, elle a bien compris les choses, qu'il faut lui faire confiance et s'appuyer sur eux et prendre leurs projets. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on écrit des rôles féminins? C'était la question de la table ronde. Alors, c'était la question de la table ronde. Parce comment que là, on fait, effectivement, Sophie parlait des études, des choses comme ça. On parlait aussi de derrière la caméra. Mais moi, ce qui m'a intéressée, c'est l'écriture elle-même, parce que je me suis rendu compte que sur l'écriture, il n'existait pas grand-chose. Il y avait 50-50 qui s'est emparé du sujet depuis un moment, mais qui parle beaucoup de ce qui se passe à la fois derrière la caméra, à la fois à l'image, ou à la fois justement dans les jurys, et qui a fait un travail formidable pour rendre les jurys de festivals paritaires partout dans le monde. Mais sur l'écriture, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc on commence à en parler dans nos tables rondes, et c'est nouveau. Donc on a quelques pistes, mais ce n'est pas encore des choses gravées dans le marbre. Donc on parlait du test de Bechdel, qui sont des choses qui peuvent s'appliquer dès l'écriture. On parlait de la façon de décrire les personnages féminins. Comme je le disais ce matin, souvent on les décrit comme jolis, et alors que les hommes, ça se limite à séduisant. On ne dit jamais qu'un homme est joli, très très rarement qu'il est beau. Tandis que pour les femmes, c'est très très courant. Je trouve que c'est pas grand-chose, mais c'est des choses à éviter vraiment dans l'écriture. Ensuite, aussi sur la tenue vestimentaire, s'attarder sur la tenue vestimentaire d'une femme au moment de l'écriture, surtout quand elle est ultra féminisée, à base de mini-jupes et autres. Sauf si le rôle le nécessite, c'est peut-être pas la peine. Ce dont parlait Marie Roussin, ce qui était très intéressant sur... alors, je ne vais pas reprendre ce qu'elle a dit, mais elle disait déjà les scènes de nu, mettre systématiquement les femmes, présenter plus de nudité chez les femmes que chez les hommes, ça c'est des choses à penser au moment de l'écriture. Mais aussi, elle en parlait dans l'acte sexuel, elle le raconterait mieux que moi. Dans la mise en scène. C'était beaucoup plus drôle, mais même dans l'écriture, de dire... elle dit c'est plus systématique quand on me demande encore du sexe à l'écriture, de dire tiens, la fille va faire une fellation au mec, plutôt que de dire tiens, l'homme va faire un cunnilingus à la femme. Elle dit, même moi en tant que femme, j'ai eu ce réflexe, on ne pense pas à toutes ces choses-là. Bon. Et voilà, c'est vraiment réfléchir à tout ça, à nos mécanismes, et se demander, ça n'empêche pas de les avoir, mais se questionner dessus une fois qu'on a écrit. Je crois que la vraie chose au stade d'aujourd'hui, c'est de se questionner en fait quand on écrit des personnages féminins et des personnages masculins. Et puis ce qui est important aussi, c'est de ne pas non plus se brimer, parce qu'entre le moment où on écrit sa première version du scénario et le moment où le scénario est tourné, normalement il y a quand même un certain nombre d'étapes, voire d'années pour certains projets. Et donc je pense aussi qu'on est dans un rapport paradoxal où d'un côté on a des gens plein de bonne volonté qui ont très peur de mal faire et qui donc peut-être par peur de mal faire vont être un peu paralysés et se disent « Ah mais là je suis pas sûre » et tout ça. Et en même temps d'autres personnes qui elles ne se posent pas ces questions, donc du coup ne sont pas entravées en tout cas par ces questions-là et vont y aller, et peut-être que c'est les personnes qui vont véhiculer malheureusement le plus de clichés. Donc en fait comme on a besoin de représentations plus fines, j'ai envie de dire, il faut vraiment pas hésiter à écrire, parce qu'en fait un film qui n'est pas écrit, il ne peut pas être corrigé. Donc du coup écrire un scénario, quitte à après se dire bah tiens là est-ce que ça passe le test de Bechdel, et si ça le passe pas, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour le modifier, ou au contraire est-ce que mon film en fait ne passera jamais ce test et que c'est pas grave. Est-ce que mes personnages ils ont une trajectoire, est-ce que j'ai un personnage qui est un personnage féminin, il est juste une femme. Mais voilà, après, vraiment, en fait, il faut aussi réussir à séparer le temps où on écrit et qu'il y a un temps de création et un petit peu d'essayer de trouver quand même un élan pour écrire,
Et le temps de contrôle, Marie Roussin elle parlait de garde-fou qui est, bon bah voilà, j'ai écrit une version, là je me pose des questions. Et en fait je pense qu'il faut faire des allers-retours entre des temps d'écriture et des temps de questions. Et mélanger les deux, c'est pas une bonne idée parce que dans ce cas en fait on n'écrit pas. Enfin, voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à faire lire ses projets aussi, parce que tout le monde n'est pas censé avoir lu toute la littérature féministe, être un spécialiste des questions de genre. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à soumettre ces projets à des gens que ces sujets intéressent, même s'ils ne sont pas obligatoirement des scénaristes, qui vont eux tout de suite voir ce qui peut poser question. Je crois que c'est super important parce que moi je réalisais le nombre de bouquins que j'avais pu lire sur le sujet et je me disais on ne peut pas demander ça à tous les scénaristes. Puis c'est pas le but en fait. Mais en revanche, demander leur avis à des gens, leur demander sur ce point spécifique en disant qu'est-ce que tu en penses, là-dessus je me pose une question. Mais en même temps, il y a aussi un enjeu quand notre métier est scénariste des enjeux de représentation aussi. En tout cas, pour moi, c'est important. Je comprends aussi qu'on se dise qu'on ne sera jamais expert d'un sujet, mais qu'en même temps, quand notre métier, c'est de mettre en représentation des personnes, c'est peut-être aussi important quand même de se questionner. Mais oui, pas de tout lire, mais en tout cas d'être au moins sur ces sujets-là qui sont quand même des sujets importants. Et sur les enjeux de diversité, on parle là de représentation féminine, mais aussi des autres diversités. Je suis tellement ravie de cette réponse. Hein. De voir qu'il y a quelqu'un qui me dit « Ah super, mais moi j'ai envie de réfléchir dessus. Moi je ne veux pas juste demander à quelqu'un, j'ai envie... » Mais ça me fait tellement plaisir. Mais en fait, ce que je voulais aussi dire, c'était... Je ne sais pas si c'était... mais c'était aussi de... En fait, j'ai l'impression, pour reprendre vos deux réponses, je trouve qu'elles se complétaient bien aussi dans le fait de prendre du recul sur ce qu'on est aussi en tant que personne et de voir aussi comment ça émerge. Mais c'est marrant parce que j'ai déjà plusieurs fois posé des questions à des réalisateurs dans l'écriture qu'ils avaient de personnages féminins et j'ai eu quand même souvent des réponses de ah non moi j'y réfléchis pas ou mais moi pour moi c'est comme ça et c'est comme ça quoi. Et c'est marrant je sais pas si c'est une bonne chose, peut-être que moi j'attendais que ces gens-là aient un recul sur peut-être des choses inconscientes qu'ils ont dans la manière d'écrire des personnages, peut-être que eux ils écrivent des personnages assez instinctifs et en même temps peut-être bien écrites, ça m'étonnerait, mais je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est aussi des habitudes que vous avez vues de certains réalisateurs ou auteurs? J'ai une fille dont l'ami a 25 ans et est scénariste et veut devenir réalisateur et s'intéresse beaucoup à ces questions de genre. Et lui, il était avec son co-auteur puisqu'ils écrivent à deux. Mais ils ont passé une après-midi à se tourmenter en disant mais comment sont nos personnages féminins, qu'est-ce qu'on dit d'eux. Je crois qu'il y a un vrai questionnement. J'ai du mal à penser que quand on est un homme bercé au patriarcat, ayant lu des BD, des livres où il n'y avait que des garçons, on sache très tranquillement écrire des personnages féminins. Ou alors vraiment, ils ont le don, mais c'est possible aussi. Hein. Mais je pense qu'on est dans un contexte où c'est dur, qu'on soit un homme ou une femme en fait. C'est vrai qu'on a remarqué ça, oui, en effet, aux interviews de réalisateurs, notamment au festival, qui ont fait des films donc, avec des rôles féminins. Et c'est vrai que quand on pose la question de « Ah, du coup, vous avez écrit des rôles féminins, vous êtes un homme », souvent, il y a une sorte de « Oui, j'écris un peu... » Enfin, je me suis pas trop posé de questions. Et en effet, est-ce que c'est une bonne chose ? Enfin, en fait, cette réponse, à la fois, je me dis « Bon, c'est peut-être une bonne chose. » C'est qu'en fait, il y a un truc assez naturel. Et en même temps, forcément, je me dis, mais du coup, il a écrit avec, en effet, toutes ces choses intériorisées et non... Je pense aussi qu'il y a deux choses, c'est-à-dire qu'a priori, quand on est scénariste, on ne va pas pouvoir écrire, alors il y en a qui le font, mais on va pouvoir écrire que sur des choses qui nous sont arrivées personnellement et qui nous touchent directement. Donc il y a toujours quand même, le scénariste est censé avoir une forme d'empathie qui lui permet d'appréhender le monde qui l'entoure et de le représenter tout en ayant des fois un peu plus de recul peut-être que les gens qui le vivent parce que lui il le voit avec son regard de conteur entre guillemets. Donc évidemment la question n'est pas de dire qu'il faut spécifiquement se dire alors là j'ai une femme, attention, est-ce que j'ai respecté les 10 points? Je pense que ce sera jamais ça. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui effectivement ne se posent pas la question et en même temps c'est bien parce que quelque part ce qu'on demande dans un personnage féminin c'est que ce soit un personnage en fait, déjà. C'est qu'on en est là, c'est que quand le personnage féminin c'est juste une fille, parmi d'autres, et que du coup cette fille pourrait être interchangeable alors que Marie Roussin parlait on décrit une bande d'enfants, et il va y avoir un petit musclé, un intello, un bagarreur et une fille.
Bon bah nous déjà, enfin vraiment là par contre, c'est un truc de base de se demander est-ce que c'est possible qu'il n'y ait plus dans les scénarios que ce soit juste une femme, une jolie fille et qu'elles aient une caractérisation. Mais ça c'est pas pour que le film il soit meilleur. Le film il peut être très bien avec juste une fille. Il y a des très beaux films qui sont très misogynes. C'est vraiment pas en fait. C'est ça aussi où c'est la question, c'est qu'il y a des gens qui s'en fichent parce que ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse en fait c'est de raconter leur histoire et en fait je comprends quand on est auteur c'est déjà suffisamment difficile d'accoucher de ce qu'on veut dire et après il y a quelqu'un qui vient nous dire ah oui mais tes personnages ils sont comme ci et comme ça. Je vais vous donner un exemple plus concret. Moi j'ai travaillé dans un cinéma d'art et essai en région parisienne. On accueille beaucoup de réalisateurs de premiers films. Et en fait, on faisait des entretiens avec eux. Et à force d'avoir toujours des réalisateurs de premiers films, je me suis rendu compte que des fois, j'avais l'impression qu'on avait encore et toujours le même premier film que je vais vous décrire, qui est « Je suis un homme de 30 ans qui est monté à la capitale pour travailler. Je suis en couple et j'ai un travail. » Et en fait, tout d'un coup, les deux s'écroulent. Mon couple se casse la gueule et mon travail s'écroule. Donc, je rentre chez moi, donc insère la réalisation, la région d'origine du réalisateur, où je retrouve mes parents dysfonctionnels, mon parent dysfonctionnel, enfin bon bref, voilà, qui souvent est joué par un acteur un peu connu. Et en fait, je vais me ressourcer. Souvent, je vais rencontrer une personne plus jeune qui va me remettre d'équerre pour pouvoir repartir. Et en fait, ce film, je l'ai vu plein de fois. En même temps, c'est l'expérience de beaucoup de gens. La crise de la quarantaine, c'est une chose. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de fois où des hommes plutôt jeunes, entre 35 et 40 ans, leur premier film, c'est ça. Moi, je le vois 1000 fois ce film. J'en ai un petit peu marre. Mais il y a des variations. Des fois, ils sont bien, des fois, ils sont ratés, mais quand même. Et à côté de ça, si on fait la même chose avec une femme, et il y a un film qui s'appelle Jeune femme ou Jeune fille avec Léonore Serrail, et tout le monde était là, ah mais là c'est très particulier parce que quand même c'est une femme qui erre. Et du coup, c'était un peu, il peut en avoir qu'un seul comme ça. Et du coup, c'était un peu le film de l'année où on voyait une trentenaire qui errait. Et j'étais là, mais par contre, c'est pas un problème visiblement. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est que on est tellement habitué à ce que ce soit normal de voir des hommes qu'on ne remet pas ça en question. Et en fait, on est toujours en train de se dire, quand on écrit un film, est-ce qu'on peut sortir de cette espèce d'ambiance où on peut un petit peu se réveiller. Et en fait, il y a des gens qui, quand ils écrivent, ils s'en fichent de ça et c'est pas leur problème. Peut-être qu'ils ont d'autres problèmes dans la vie. Oui. Donc du coup, en fait, c'est un peu ces questions-là qui font que je pense qu'il y a des personnes qui se posent pas la question. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en fait, ça peut être une ligne de défense de dire, moi, mes personnages féminins, je les écris comme des personnages masculins, c'est-à-dire avec une trajectoire et tout ça. Et par exemple, moi, dans ma thèse, j'ai pas mal travaillé sur les séries de Shonda Rhimes. Et Shonda Rhimes, elle est agacée parce que souvent, on lui dit « Mais comment vous faites pour faire des personnages féminins forts ?» Et elle répond « J'écris pas des personnages féminins forts, j'écris des femmes. » Et donc du coup, voilà, elle va dire « Moi, je ne fais pas de différence quand j'écris une femme ou quand j'écris un homme. En fait, j'écris un personnage. » Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que on n'en est peut-être pas là dans tous les personnages féminins qui existent, tous ne sont pas des personnages caractérisés, indépendants, complets et divers. Et je pense que le spectre est plus étendu chez les hommes. Et je pense que ce qu'on a besoin, c'est... Et du coup, c'est multiple. Parce que si toi, tout seul, tu veux étendre le spectre, tu peux pas. À moins de faire un film avec 1000 personnages féminins dedans, tu peux pas réparer toutes les injustices qui sont dedans. Donc c'est accepter de se dire, là, je vais faire un personnage féminin qui est un méchant. Bon, ça veut pas dire que tous les personnages féminins doivent être méchants, mais peut-être qu'on n'a pas encore eu beaucoup de personnages féminins qui soient vraiment méchants, en tout cas pas autant que des hommes. C'est déjà quelque chose. Donc en fait, c'est toujours, on peut pas aller dans toutes les directions en même temps. Et même, j'allais dire, par rapport aux personnages même féminins, quand on les caractérise comme étant méchantes, pas les caractériser toujours de la même manière comme elles sont méchantes. Souvent, on a aussi même des clichés qui rendent en compte ou des... oui, mais ça après, c'est aussi parce que on a des... Là, on parle du scénario et au niveau du scénario, on peut faire plein de choses. Mais après, pour qu'un film soit abouti, il faut quand même qu'il y ait toute la chaîne en entière. Et on voit quand même qu'il y a quand même des effets de mode où tout d'un coup, si un type de film fonctionne, il y a une flopée de films qui vont sortir qui sont un petit peu de la même manière. Et du coup, les clichés peuvent... Ce que tu disais ce matin, pour le coup, et même ce que tu disais aussi, il me semble, je sais plus si c'est toi qui l'avais dit, mais même il y a des films où on sait qu'ils sont passés par... plein de relectures, plein d'étapes, plein de mains. Marie, oui. Et pourtant, oui, c'était Marie. Oui. Et pourtant, ça reste pas représentatif de vrais rôles féminins en fait. C'est juste. Oui, et puis fondamentalement, moi, je crois à quelque chose. Je pense que notre rôle, c'est de changer le monde.
parce que d'accompagner les désirs de changement du grand public. Je pense que le monde dans lequel on vit a envie de changement, a envie que les femmes existent dans la société, a envie qu'elles soient vues différemment. Je pense à un détail, mais je vois à quel point les hommes ne se rendaient pas compte, comme les femmes étaient harcelées dans la rue. Tous mes amis m'ont dit c'est une découverte totale. Alors que moi, quand j'avais à partir de 15 ans, ça m'arrivait 5 fois par jour et je me rends compte que les hommes ne savent pas, mais ils ont quand même un désir que ça change. Et je trouve que notre rôle dans l'écriture, c'est vraiment de réfléchir à tout ça et de proposer à un public qui est en demande une vision du monde, des femmes plus intéressantes, des rapports hommes-femmes plus intéressants. Je pense qu'ils seront ravis. Ils seront vraiment ravis. Mais peut-être même qu'il n'y a pas le choix en fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup aussi du métier de scénariste et j'allais dire de scénariste. Voilà, j'allais le féminiser alors que c'est le même mot. C'est pratique pour ce c'est pas mal. Métier, il y a beaucoup de mots qui sont pour les deux, donc c'est parfait. C'est les mots épicènes. Et évidemment, on se place pas aussi du côté des spectateurs et des spectatrices qui aussi témoignent d'un ras-le-bol aussi de représentation archétypale, etc. Et donc, je vais dire un truc, Dimitri, excuse-moi. Témoigne d'un ras-le-bol et aussi d'une joie folle quand ils sont enfin représentés. On l'a vu avec la petite sirène par exemple, ou avec les gens sont tellement heureux d'être représentés dans des grands films, séries populaires. C'est impressionnant, et là on parle des hommes et des femmes, mais quand je vois toutes les questions sur le genre aussi, comme ça, peut-être que c'est des questions que d'autres se posaient, mais dans une sphère plus intime. Là, je vois en un an et demi, par le biais des séries et de et des films, mais essentiellement des séries d'ailleurs, je trouve, parce que peut-être ça touche un plus large public. L'écriture sérielle aussi, elle permet aussi peut-être la construction de personnages plus. Les questions de genre, c'est passionnant et le public adhère tout de suite. En fait, je crois que. Alors, je reviens sur les décideuses. On va dire décideuses pour les décideurs et les décideuses. Donc, je reviens sur les décideuses, mais je crois qu'ils n'anticipent pas du tout. Ils anticipent mal. Et le fait que le public soit prêt, en fait, à ce que les auteurs, les scénaristes ont à leur offrir, en fait, en termes de modernité. Je pense que le public est plus en phase avec ceux qui écrivent. Mais les décideurs, ils sont un peu perdus entre les deux, et je trouve que vraiment, ils devraient faire confiance à leurs auteurs, à leurs créatifs, surtout en France, où vraiment, je sais pas, il y en a des très bons partout, quoi. Donc, voilà. Mais après, il y a quand même vraiment on voit que les lignes, elles bougent. On a été interviewé par Le Parisien la semaine dernière sur justement ces questions-là. On nous a demandé de regarder 2 séries, une d'Arte et une de TF1. Et honnêtement, la série de TF1, clairement, la série prenait à bras-le-corps la question de la violence faite aux femmes et des conséquences que ça pouvait avoir sur toute la société. Alors après, voilà, c'est une série TF1, donc c'est assez c'est poussé au maximum. On n'est pas série TF1 parce que ça pourrait concerner Dimitri à côté, mais. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est que du coup, moi, je pense pas qu'il y a 5 ans, on aurait pu avoir cette série sur TF1 en fait. Et là, on voit que TF1 se dit. Alors pourquoi TF1 se dit ça? Est-ce qu'ils se disent ça va faire vendre, alors on fait. Est-ce qu'ils se disent il faut qu'on se démarque des plateformes, nous aussi on existe, ça va se faire, quelle que soit leur raison. En tout cas, là on a quand même une mini-série de 4 épisodes, donc clairement le message est tremblez les hommes si jamais vous continuez à faire du mal aux femmes et que vous continuez à ne pas les écouter quand elles vous disent qu'on leur a fait du mal, parce que vous allez tous finir une balle dans la tête si vous continuez comme ça. Donc c'est quand même un message très fort. Et la série se termine sur les chiffres de la violence faite aux femmes. On est sur TF1. Oui, c'est des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a quelques années. Non, jamais. Et donc vous êtes quand même, malgré tout, même si je pense que ça prendra encore du temps, optimiste quand même sur les années à venir, même dans l'écriture sérielle, etc. Carrément, oui. Carrément. Alors d'abord, je suis optimiste du point de vue des autrices et des auteurs, des scénaristes qui quand même sont à l'initiative. Moi, je suis épatée par les jeunes scénaristes, hommes comme femmes,
qui comprennent ces sujets, qui s'y intéressent. Comme tu le disais toi, j'ai pas spécial. Tu disais moi j'ai envie de comprendre, j'ai pas toujours envie juste de faire lire mon projet à quelqu'un. Il y a un véritable intérêt sincère de toute la jeunesse pour ces sujets. Et enfin la jeunesse, on appelle ça la jeunesse jusqu'à 40 ans en matière d'écriture scénaristique. Et du coup, j'y crois à mort. Et je pense que, alors après je vais dire un truc, mais je pense que du côté des décideurs, ce qui va quand même les motiver aussi, c'est une forme de peur. Parce qu'on a aussi peur pour sa marque. On a peur que la marque TF1, la marque France Télé, la marque Netflix, soit elles se ringardisent, soit elles deviennent complètement ringardes parce qu'à côté de la plaque sur tous les sujets. C'est un peu ce que disait Marie aussi ce matin. Leur marque et les plateformes aussi, ou alors de vraiment de vendre quelque chose complètement daté, pas du tout dans l'époque. Donc eux, à défaut d'un véritable intérêt pour ce qui se passe dans le monde, il y a l'idée de faut protéger notre image. Et puis oui, c'est ça, c'est presque un effet semi-positif du capitalisme qui s'empare de ces sujets-là pour faire de la thune. Voilà, après, on vit dans un monde assez capitaliste, hein, donc. Et oui. Moi, je suis toujours très optimiste. Moi, j'y crois et je trouve qu'avec les réseaux, avec tout ce qui se passe, ça va à une vitesse. Les changements, je regardais, comme je disais ce matin, je regardais 2 séries qui sont assez récentes sur Netflix. Oui. Après, je n'ai pas cité de film et j'aurais dû. Mais mercredi, déjà, à la fois le personnage, mais aussi les dialogues qu'on lui donne, il y a beaucoup de réflexions ultra féministes, ultra drôles, qui sont insérées dedans, que j'ai trouvé vraiment très bien vu et très bien amené. Et dans une autre série que je regardais, et malheureusement je ne me souviens pas le nom, donc je n'ai pas beaucoup aidé à aller. Ginny et Georgia sur Netflix, dont il y a la saison 2 qui est sortie hier. J'ai regardé la saison 1 et c'est pareil, tout est vu sous un prisme... tout est, selon moi, pensé. J'ai du mal à croire que ce soit naturel. Par exemple, dans les choses qui m'ont surprise, mais il y en a des dizaines, mais dès le début de la saison, l'héroïne perd sa virginité, mais d'une façon pathétique, dans un lit en 5 minutes, avec un type qui a l'air de rien comprendre. Et je me dis, ça va nous occuper 2 épisodes quand même, le traumatisme lié à la perte de la virginité. Non, ça a occupé environ 5 minutes de monologue dans le film et on est passé à autre chose. Et je me suis dit, ah ouais, ok, donc c'est pas un sujet. Et enfin, un tout petit peu, quoi. Ça a été un tout petit peu. C'est partie de la vie, quoi. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Il y a eu plein d'autres façons d'aborder des sujets très, très féminins et je me suis dit, c'est rigolo, c'est bien. C'est intéressant parce que maintenant j'ai l'impression que quand justement des séries populaires font des erreurs de ne pas assez avoir réfléchi à ces sujets-là, ça passe plus. J'ai l'impression que ça passe plus très vite. Alors parfois, très vite, je me souviens que Mixed, quand c'est sorti, ça a été accusé d'être raciste. Mais par exemple, mais en tout cas, justement, on voit qu'avec les réseaux très vite et tout, maintenant, quand il y a des problèmes de représentation de diversité dans des séries, ça passe plus aussi. Mais elle a raison, parce que c'est ça qui fait aussi changer les choses. Parce que quand il y a au moins une rupture qui s'instaure là, c'est là qu'il y a que ça se décale et qu'à un moment donné, il y a des gens qui se disent « Ah bah si ça passe plus, on est obligé de changer ». C'est malheureux que ça se passe comme ça. On aimerait quand même que ça se passe d'une manière plus simple. Mais bon, si c'est comme ça que ça doit se passer pour que les choses changent... Mais oui, mais c'est normal aussi. Les choses, elles peuvent pas changer sans mouvement aussi. Il y a un moment où... et puis, je trouve que ce mouvement-là, qui est un mouvement du public qui laisse plus passer, parce que c'est pas les scénaristes, en fait, qui... Enfin, les scénaristes, eux, ils essayent de proposer des projets et voilà. Mais de l'autre côté, c'est au niveau du grand public que ça passe plus sur certaines choses. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Mais ça montre, s'il n'y a pas ce mouvement-là, s'il n'y a pas cette demande aussi, pourquoi changer finalement? Les choses fonctionnent, tout roule, pourquoi changer? Donc il faut quand même qu'à un moment, de toute manière, il y ait une nécessité de changer. Et malheureusement, la nécessité d'une juste représentation n'est pas suffisante, visiblement, parce que ça, sinon, en fait, ça ferait très 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 longtemps qu'on aurait pu résoudre ce problème, entre guillemets. Donc, du coup, je pense que c'est important aussi de s'appuyer en fait sur cette envie du public qui est pas du coup une forme, moi je pense pas que ce soit une forme de censure mais plutôt une forme de ras-le-bol en fait,
Moi, il y a des films que je peux plus voir. Ça veut pas dire que je les trouve nuls, mais à un moment, en fait, j'ai été trop abreuvée de certaines histoires, de certains points de vue. Et en fait, j'ai juste envie de me rafraîchir et de voir autre chose de rafraîchissant. Puis aussi, il y a aussi besoin de nouveau, changer d'air. Quoi. Mais c'est vrai que ce sujet des personnages féminins, c'est porteur de nouveautés. Et en fait, le public aime les choses nouvelles. Donc il y a ça aussi, c'est une chance. C'est-à-dire que, en tout cas quand on est une femme, mais c'est une chance de se dire, en fait, notre point de vue est nouveau, on met des personnages différents, c'est nouveau. Et enfin, pour les hommes qui écrivent des personnages féminins nouveaux aussi, c'est une chance. Le public aime la nouveauté. Donc voilà, donc je pense qu'on sera accueillis à bras ouverts avec une écriture sensible des personnages féminins. Mais en tout cas, il demi-teinte. y a toujours une Je suis moins enthousiaste. C'est ton côté, ça c'est pas ce côté universitaire. C'est t'as un petit peut-être. côté- ouais, c'est ça, t'as un petit côté pessimiste, réaliste. Surtout, elle me trouve toujours très enthousiaste, Sophie. peut-être trop. Mais c'est bien, ça fait un bel équilibre, c'est ce qu'il faut. Mais, non, mais en tout cas, c'est important de dire que justement, il y a une sorte de lutte qui continue toujours et qui continuera, exactement, parce que aussi la société ne cessera de changer. De toute manière, il y aura, si aujourd'hui il y a des mouvements qui se passent, il y en aura aussi dans le futur. Et de toute manière, écrire, c'est aussi. Quelqu'un dans un podcast une fois nous avait dit écrire, c'est aussi capter le bruit du monde ou quelque chose dans le genre. Bah, je pense que c'est aussi important de toute manière, dans ce métier-là aussi, d'être sensible à ce qui se passe dans la société pour aussi pouvoir en rendre compte, même si c'est pas. Oui, mais après, je pense qu'il y a des gens qui sont très authentiquement en train de traduire leur vision du monde et ça donne des films que moi, personnellement, m'intéressent pas. Enfin, Et en fait, c'est ça aussi, c'est d'être autorisé à ne pas aimer quelque chose et pas de dire tout de suite avoir le oh là là, c'est la cancel culture, vous êtes des féminazis. Enfin, je veux dire, très très vite quand même, on arrive dans des extrémités. Le point Godwin arrive très vite Oui, avec le très, féminisme, très vite. je comprends vraiment Alors pourquoi. que non, mais sur un truc où je me souviens, il y a quelques années, il y avait C'était quand une même beaucoup d'hommes, illustratrice qui s'appelle Digli qui avait fait une liste des livres qu'elle allait lire et c'était que des livres de femmes. Elle avait dit voilà, moi j'ai fait des études littéraires, je me rends compte que j'ai lu quasi aucun livre de femmes. Du coup maintenant je ne lis que des livres de femmes. Donc ça arrive quand même dans un contexte où elle a plus de 25 ans à ce moment-là, presque la trentaine. Donc une vie entière, enfin une 30 années à lire des personnages, enfin des livres écrits par des hommes. Elle dit je vais passer 1 an à écrire des livres de femmes. Ouh là là, c'est quand même très excessif de lire des livres de femmes pendant 1 an. L'inverse ne se serait pas produit. Et en fait c'est ça aussi, c'est de se dire aussi bah des fois je reprends le contrôle aussi sur ce que j'ai envie de regarder et je me contente pas de regarder ce qu'on me propose et dans ce qu'on me propose je me dis bah voilà non en fait moi je vais pouvoir aller voir, moi j'ai la chance de pouvoir aller souvent au cinéma, je vois une 40aine de films par an mais je peux pas aller voir tous les films qui sortent, 40 films par an c'est rien du tout en fait par rapport à tout ce qui sort, il y en a presque 300 qui sortent en France je crois par an. Bon bah en fait il y a un moment dans ces 40 peut-être que je peux choisir ceux qui m'intéressent le plus et désolé ce sera pas le dernier Woody Allen voilà Non mais et aussi alors ça en plus vu que justement pour rebondir sur ce que tu dis il y a énormément de films qui sortent et aussi on sait malheureusement qu'il y a quand même des réalisateurs qui trustent aussi les films qui sortent et qui prennent beaucoup de place et en fait on sait aussi que c'est aussi aux dépens de beaucoup de réalisatrices qui aussi comme dans en fait, à peu près tous les métiers, là où il y a de la précarité, il y a des femmes. Et non, mais c'est un constat horrible. Mais Tu parles de la couverture du film français ? par exemple, on peut en dire là-dessus. Non, mais ça c'est clair. Mais bon, ça, Cette fameuse couverture. mais ça au moins c'est aussi une preuve qu'on peut croire que les choses changent et qu'il y a quand même ça, quoi. Ça c'est quand même. Ah bah oui, on n'est pas à l'abri d'une. Et là, je pense que quelqu'un chez du film français s'est fait taper sur les doigts, j'espère. Sur les doigts. J'espère en tout cas. Ça aussi, c'est une couverture qui a été faite. Elle est hallucinante couverture en médiatique, 2022. Ah, c'est dingue. Et en plus, Objectif avec, reconquête au-dessus. Enfin, il y avait écrit la reconquête. Enfin, oui, Ouais. moi, alors que c'était la reconquête des salles. En plus, rien à voir. Mais rien n'allait dans cette couve. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui s'est. Enfin, Il y a vraiment un gars qui a fait hop hop hop, bah nickel, j'envoie. Et qui s'est pas rendu compte Ça a de dû être l'énormité terrible. du mais truc. Mais d'ailleurs, c'est qu'il y a sûrement eu pas un seul gars en fait. Oui, tous c'est les ça, agents, c'est qu'il y a eu plusieurs validations, c'est sûr. les agents de tous les acteurs qui étaient présents sur la photo étaient complètement paniqués. Ouais. Ils envoyaient des messages en disant mon acteur se désolidarise Mais- de cette couverture, mais je les comprends. Ils ont Bah dû oui, être oui. abasourdis.
Et même si le film français, c'est quand même un magazine qui est à destination des pros, moi je trouve aussi que ça donne une image pour travailler dans le cinéma, que ça donne une image à la société de ce que c'est le cinéma français, mais qui est une image désastreuse. Et c'est vraiment dur quand nous, j'ai l'impression de se battre toute l'année et qu'en fait ce que les gens retiennent, ça va être ce genre de choses, parce que c'est ces choses-là qui ressortent aussi. Donc voilà des erreurs à éviter. Là, c'est une photo en couverture d'un magazine, mais ça montre qu'on peut en faire à l'écrit dans des scénarios, que ça peut d'ailleurs passer, c'est-à-dire que le producteur ne peut ne rien voir, personne ne peut ne rien voir, donc il faut être soi-même vigilant dès l'écriture. Oui, je pense que c'est ça. Il faut être vigilant dès l'écriture et puis aussi, faut essayer d'être de bonne grâce aussi. Moi, j'ai le souvenir dans un atelier où donc nous, on est une association de scénaristes émergents et émergentes. Donc du coup, on a pour la plupart pas encore signé de contrat. Enfin, on est vraiment dans cette phase très longue et difficile entre on a fini nos études et enfin on arrive à payer notre loyer en étant scénariste si tout se passe bien. Un peu la traversée du désert. Et donc on a cet atelier et on parle justement du fait de pas mettre là c'était sur la question de mettre des personnages féminins dans son projet. Et il y a vraiment un participant qui dit oui, mais moi j'ai pas envie d'étaler mes sentiments, si j'ai envie de faire un film qu'avec des hommes, voilà. Et l'intervenant lui dit en fait tu peux faire ça, mais en fait on est en 2022 et peut-être que ça ne va pas passer parce qu'en plus là tu es émergent donc tu n'es personne. donc toi on va être vachement plus regardant là-dessus, tu n'es pas quelqu'un qui a déjà fait des milliers d'entrées et on se dit bon papy il est un petit peu misogyne sur les bords mais il ramène de l'argent. Il ramène de l'oseille. On l'excuse. Ça va, voilà c'est bon. On citera personne mais il y a beaucoup de noms qui peuvent venir en tête. Mais voilà. C'est ça aussi, c'est de se rencontrer. Et moi, j'avais été choquée vraiment de la réaction du style. On lui demandait de mettre un personnage féminin et lui, c'était je vais pas étaler mes tripes sur la table. Et alors moi, j'avais deux choses qui n'allaient pas. C'était bon, déjà, je vois pas le rapport entre les deux, c'est-à-dire, je vois pas en quoi mettre un personnage féminin tout d'un coup, ça va te mettre en danger comme ça. Et deuxièmement, j'avais quand même l'impression qu'écrire, c'est quand même aussi se mettre en danger et quelque part moi j'ai l'impression de perpétuellement offrir mes tripes sur la table sur un plateau en me disant regardez c'est pas mal non. Je trouve ça très drôle d'être scénariste et de dire je dévoile pas mes sentiments, c'est clairement genre. J'ai amené peut-être le problème est-il là. Ouais peut-être. Du coup Sophie reparlait de nos ateliers, des ateliers de séquencettes, donc je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de séquencettes mais je vais dire deux mots de notre association. Parce qu'en fait, Séquencette, c'est une association de scénaristes émergents. Et on propose une alternative à des gens qui auraient fait des études classiques, on peut dire, qui seraient la FEMIS ou le CEA. On propose à des gens qui arrivent dans le métier avec une formation souvent courte, ou qui sont à un changement de vie et qui ont envie de se lancer dans le scénario, de nous rejoindre. Cette année, on est 330 adhérents. Oui. Et donc oui, on a pas mal augmenté le nombre de nos adhérents cette année. Et du coup, on leur propose de se former, de mieux connaître le métier, de se rencontrer. En fait, le rôle de Séquencette, on sait qu'en moyenne, les gens restent 3 ans à Séquencette. J'en parlais avec Frédéric Krivine qui a créé Séquencette au départ. Il y a à peu près plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Et il disait... il y en a 1 sur 10 qui deviendra scénariste professionnel, ce que je trouve déjà pas mal. Scénariste professionnel, ça veut dire gagner sa vie avec et ne vivre que de ça. Et du coup, il me disait, pendant ces 3 ans, il faut que les gens puissent se tester, voir s'ils ont la capacité de travail, s'ils ont la capacité à encaisser les critiques, s'ils ont la capacité à apprendre des choses nouvelles. Et aussi, nous, notre rôle, c'est vraiment d'accélérer leur entrée dans le milieu. Donc, c'est à la fois de les éprouver et de servir d'accélérateur. Donc, on s'est aussi emparé des personnages. Enfin, moi, je me suis dit que Séquencette était le bon cadre pour s'emparer de la question des personnages féminins, parce qu'on avait des tas de jeunes auteurs tout disposés à apprendre. Et du coup, voilà, on en a fait en partie, parce qu'on leur impose à pas tous des tests d'écriture des personnages féminins. Mais c'est un bon champ d'expérimentation et au-delà de ça, c'est vraiment une super asso où les gens peuvent beaucoup discuter, se rencontrer et dans laquelle moi je trouve qu'il y a une super bonne ambiance. Oui, voilà. Il y a une super bonne ambiance, je confirme. Par contre, c'est intéressant aussi de dire, c'est que l'association elle a quand même des activités qui sont vraiment des activités de formation, d'ateliers, et puis des activités qui sont plus des ateliers sociaux, se rencontrer autour d'un verre et tout ça.
Et on s'aperçoit quand même que j'ai l'impression qu'on a une espèce de parité dans notre association entre les hommes et les femmes. J'ai pas été regarder les chiffres exacts de cette année. Mais en tout cas, dans ce qui est les ateliers, on va avoir généralement plus de femmes. Et dans ce qui est les moments sociaux autour d'un verre, on va avoir généralement plus d'hommes. Et du coup, ça aussi, c'est intéressant. Et je trouve qu'on a énormément de femmes. Et c'est ça aussi qui est frappant. Qui sont persuadées qu'elles ont toujours encore et encore et encore et encore à apprendre. Et en fait, qui ne se lancent pas parce qu'elles ne se sentent pas prêtes. Et en fait, je pense que ça fait aussi partie du travail sur les personnages, de manière générale sur les personnages féminins. C'est-à-dire que si on a envie d'avoir des femmes qui écrivent des personnages féminins, il faut peut-être leur dire d'arrêter de croire qu'elles sont encore étudiantes. Arrêtez de douter les filles. Mais en fait, c'est un vrai truc, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup appris. Alors, c'est une généralité que je fais à tous les hommes de Séquence 7 ne sont pas graves, et j'ai beaucoup appris de mes collègues masculins parce que je les trouve, par rapport à moi, extrêmement sur deux. Ils envoient des textes à des moments où moi, c'est clairement beaucoup trop tôt par rapport à ce que moi, je ferais, mais en fait, je ne l'enverrai jamais, en fait. Et donc, du coup, je pense qu'on a aussi à apprendre mutuellement de ça, c'est-à-dire peut-être d'un côté d'incliner, d'enjoindre nos collègues masculins à des fois plus se poser 2-3 questions avant de faire quelque chose, mais aussi nous on a aussi à apprendre à prendre notre place en fait. Parce poser que moins de questions, des fois la personne qui nous bloque, moi je sais que en plus je suis à la croisée parce que je peux avoir aussi la question du racisme. Je viens de banlieue, mon père est algérien, donc des fois je suis dans différentes cases en même temps. Et en fait je me suis rendu compte des fois que au lieu d'y aller et de me prendre une claque par quelqu'un, et que c'est cette personne qui va être obligée d'être misogyne ou raciste, et ben moi je devance le truc en n'y allant pas forcément. Et en fait c'est comme si je me censurais moi-même et j'évite aux gens de se confronter à moi et de devoir prendre position. Mais du coup c'est tout un travail de se dire bah tant pis, je vais y aller et je vais avoir peut-être une conversation désagréable. Mais déjà, peut-être que je me suis trompée et que la conversation sera agréable, déjà. Et deuxièmement, ça fera une conversation de ce type en plus pour cette personne. Et en fait, c'est seulement en se confrontant qu'on arrive à faire changer les choses. Et merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous trois. Merci à vous trois, c'était super de vous parler. J'espère que ça n'a pas trop fait de redite avec eux ce matin. Non, et mais on se c'est important retrouve d'en parler, demain pour refaire un podcast à 18h30 à 18h30. demain.